Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce Club de l'immobilier qui va donc traiter des chiffres qu'on a pu voir sur ce premier trimestre 2025, qu'on a pu constater, mais surtout avec une introduction, j'espère, qui sera plus réjouissante que nos trimestres précédents, savoir et si l'éclaircie pointait à l'horizon. Réponse en conclusion, mais je pense que vous avez déjà des présupposés. Alors, on est évidemment dans un marché qui s'est dégradé trimestre après trimestre, avec un moral des franciliens qui s'en est trouvé affecté, et la confiance des ménages, évidemment, qui, elle aussi, s'est dégradée. Du ressenti général des notaires du Grand Paris, un vent d'optimisme semble enfin faire son apparition, et c'est très heureux, nous en sommes tous réjouis, certes mesuré, mais il est là. On est dans un contexte de fragilité politique. Alors, fragilité politique au plan interne, je ne reprendrai pas les différents éléments qu'on a pu constater, notamment en 2024, mais il est vrai que la dissolution de l'Assemblée nationale avait fortement impacté le moral des Franciliens et des Français au sens large. Il y a eu des mesures fiscales qui étaient, disons-le gentiment, démotivantes. Et puis beaucoup d'annonces attendues, notamment suite aux commissions qui ont été tenues, et notamment des investisseurs. Et ces annonces elles ne sont pas arrivées. Ce contexte de fragilité politique, il est existant également au niveau international. Alors, entre les guerres qui ont pu s'amorcer, dont malheureusement on a coutume de dire qu'elles s'installent de façon durable, un certain climat, ça nous fait penser à une certaine guerre froide, laisse elle aussi présupposer des impacts au niveau économique, évidemment fiscaux et politiques. Bref, de ce contexte de fragilité politique, il en ressort quoi? De légères augmentations de volume sur certains départements, quand ça, fin de l'année 2024. Alors, on pensait que ceci ressemblait à des actes isolés qui ponctuaient l'activité immobilière au gré des mesures prises. Alors, quand elles étaient favorables, évidemment, ça ponctuait à la hausse. Quand elles l'étaient un peu moins, évidemment, ça ponctuait à la baisse. Et ce qu'on a pu constater, c'est un attentisme, parce que ces mesures, on les attendait, et certaines ne sont pas venues. D'autres, au contraire, ont eu un impact négatif. Parlons de l'augmentation des droits de mutation à titre onéreux, soit la taxe départementale, qui a eu un effet négatif sur le moral, mais un petit effet portillon, c'est-à-dire une petite augmentation sensible au vu des échéances fiscales. On attendait également des mesures en faveur du bailleur privé. Eh bien, malheureusement, la réponse est à l'inverse, puisque désormais, il ne peut plus déduire l'amortissement qu'il aurait pu régulariser en matière de plus-value. Et puis, les fameux logements notés FG, dits énergivores, sanctionnés pour la non-reconduction des locations, en tout cas une interdiction de louer pour les pires, les mal notés. Ces mesures énergétiques, on a cru qu'elles allaient être prorogées, et puis finalement, le mot d'ordre a été non, on les applique. Donc, bilan 2024, on semblait voir assurer que ce mouvement baissier allait prendre fin. On a même parlé de fond de la piscine, puisque la vigueur en était ralentie. Et puis, nos clients, dans nos offices, confirmaient, réaffirmaient le souhait de vouloir investir dans l'immobilier, encore et toujours, d'abord parce que c'est un gage de sécurité. Dans un environnement qui est inquiétant, c'est toujours plus rassurant. Et puis, il n'y a pas que les notaires qui ont ressenti cela. Les agences immobilières également nous confirmaient qu'il y avait des visites de plus en plus nombreuses, qui n'étaient plus de simples visites de curiosité, et puis des mandats rentrés, des mandats donc donnés par des vendeurs qui avaient envie de vendre, même si la majorité d'entre eux sont souvent contraints. Les chiffres restent et demeurent très bas, de sorte que la moindre contrariété, une hausse du taux d'intérêt de crédit, une mesure fiscale nouvelle, une augmentation des restrictions énergétiques, bref, la moindre contrariété pourrait remettre en cause cette première étape. Cette première amélioration du marché immobilier, elle est bienvenue, elle demande à être confirmée dans les prochains mois, mais nous l'espérons. Alors on l'a dit, le constat reste certes à la baisse si on rétropédale 2 ans antérieurs. Évidemment, plus dans les mêmes proportions. On a des volumes en baisse de 10% de ventes de logements anciens en ce premier trimestre 2025 si on le compare au premier trimestre 2023. C'est donc 3 500 ventes en moins. Mais au niveau national,
cette petite éclaircie semble également pointer l'horizon, puisqu'on a enregistré 880 000 transactions lissées sur un an à fin mars 2025. Rappelons qu'en 2021, évidemment, qui était le point le plus haut, nous avions noté 1 200 000 transactions. Cette spirale infernale semble s'inverser. Alors, encore une fois, sans aucune assurance sur la pérennité, mais elle est là. Plus 21% de transactions au premier trimestre 2025 si on le compare au premier trimestre 2024. On a donc 29 190 transactions de plus. Et la baisse annuelle des prix semble se stabiliser, moins 0,3% de variation annuelle au premier trimestre 2025, avec sans doute un mouvement légèrement haussier d'ici juillet 2025. Nos souhaits, quels sont-ils ? Que faire pour que cette tendance se confirme et que la reprise se maintienne ? Inévitablement, il faut une amélioration de la solvabilité des acquéreurs qui profilent à l'horizon, mais une amélioration confirmée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une baisse plus importante des taux d'intérêt, ça veut dire une baisse plus franche des prix, autrement dit un vendeur en adéquation avec le marché. Je l'ai dit tout à l'heure, encore ce trimestre, le vendeur qui réussit à céder son bien est trop souvent un vendeur contrarié, contraint par 4D. Le décès, la dette, une séparation, un divorce ou un DPE qui, mal noté, rend son logement difficilement vendable ou contraint à une réduction de prix sensible. Il semble que ce déblocage au premier trimestre 2025 soit donc plus du fait du vendeur qui s'est mis en adéquation avec le marché que celui du banquier qui avait déjà pris le train en route, puisque dès lors que le vendeur prend conscience qu'il doit s'aligner sur un prix marché qui n'est plus celui d'août 2022, le marché reprend des couleurs et se fluidifie. Alors face à une envie, mais surtout à un besoin de se loger, il convient de répondre aux attentes des Franciliens qui sont attachés au souhait de devenir propriétaires. Il faut donc envoyer des messages porteurs. L'augmentation des droits de mutation ne l'est pas, ça c'est sûr. Notamment en inscrivant le marché immobilier dans un climat de certitude. Encore une fois, des certitudes fiscales. On ne parle pas d'incitation, mais des certitudes fiscales, des certitudes urbanistiques, des certitudes bancaires et des certitudes financières. Tout cela permettra d'accompagner une dynamique qui pourra être consolidée et à terme évidemment plus favorable. Nous craignons, parce que nous sommes prudents, nous craignons que cette note positive de début d'année ne soit le fait de l'anticipation des droits de mutation à titre onéreux, puisque sur les départements franciliens, qui sont au nombre de 8, 5 l'ont concrétisé dès le 1er avril. Dans ce petit effet portillon, l'augmentation du volume, vous allez le voir, est évidemment constatée, ce qui veut dire que peut-être qu'au mois d'avril, le schéma sera inverse. On pourrait croire et espérer que le marché est entré dans une nouvelle dynamique après 2 années particulièrement difficiles, mais malheureusement, nous n'en avons pas de certitude et on pourrait objecter 2 choses. La première chose, c'est le contexte, encore une fois, économique, géopolitique et financier, qui reste anxiogène, qui pèse sur le moral des Franciliens et qui peut remettre en cause cette première évolution positive. Et puis la deuxième, le constat, on l'a parlé de solvabilité, c'est la pression à la baisse sur les prix. Cette pression à la baisse sur les prix a permis d'encourager l'accessibilité, elle semblerait se relâcher et les prix pourraient même enregistrer des hausses annuelles comprises entre 1% et 5% d'ici juillet pour l'ensemble des marchés franciliens et cela malheureusement pourrait enclencher un infléchissement sur la dynamique qui s'était amorcée. Alors parlons maintenant des chiffres en Île-de-France et notamment des volumes de vente. Ces volumes de vente, comme vous le voyez sur ces graphes, restent encore inférieurs de 10% pour les logements anciens, de 11% pour les appartements et de 8% pour les maisons franciliennes par rapport au premier trimestre 2023. La progression du nombre de ventes est de 21% si l'on compare le premier trimestre 2024 au premier trimestre 2025. Cela doit être encore une fois relativisé. Il faut garder en mémoire, tout d'abord, que le premier trimestre 2024, qui sert de base de comparaison, était historiquement faible. Et on peut penser, encore une fois, que cette amélioration générale de l'activité relève de la solvabilité des utilisateurs et surtout peut-être de l'anticipation des droits de mutation qui ont augmenté, comme vous le voyez sur le tableau de droite, dans nombre de départements franciliens et qui est rentré en vigueur le 1er avril dernier. Les volumes. Voilà 3 années que la crise s'est installée et vous le voyez malheureusement sur une surface un peu plane dans les différentes colonnes affichées.
Elle s'est installée rapidement, mais surtout durablement. Sur les 12 derniers mois, du deuxième trimestre 2024 au premier trimestre 2025, les volumes de vente de logements anciens sont en voie de stabilisation, moins 2% par rapport aux 12 mois précédents, mais toujours proches des plus bas historiques. Ce sont 116 100 transactions enregistrées au premier trimestre 2025. La tension sur les prix est un peu moindre, 0,3% en variation annuelle au premier trimestre 2025, ce qui a contribué à la solvabilité meilleure de l'acquéreur et ce qui a certainement encouragé le volume des transactions à venir. Cette pression baissière sur les prix, elle s'est atténuée progressivement, doucement, courant 2024, en ligne avec la moindre dégradation des volumes de vente. Puis, en fin d'année, elle s'est stabilisée. Voyons plus précisément les chiffres concernant les appartements anciens en Île-de-France. Sans surprise, on avait constaté un très net repli de l'activité pour l'appartement ancien en Île-de-France. Entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, un net repli enregistré à 26%. Ce mouvement, comme vous pouvez le constater, s'est inversé. Pour les appartements anciens en Île-de-France, on enregistre une hausse de 20% entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. En un an, les prix ont cessé de baisser pour les appartements, plus 0,1%. Et pour rappel, au premier trimestre 2024, les prix avaient perdu 7,9% en un an. Alors, si on retient la variation brute en 3 mois, le prix de vente des appartements anciens en Île-de-France n'évolue que de 0,5%, ce qui permettrait d'afficher un prix d'appartement francilien à 6 120 € au premier trimestre 2025. Alors, bien loin de la situation, évidemment, du troisième trimestre 2022, je me permets de vous rappeler que c'était le point le plus haut et on enregistrait un prix affiché à 6 850 € par mètre carré. Des prix réorientés peut-être vers la hausse. Alors, c'est presque une certitude, mais on va parler au conditionnel. D'après les indicateurs avancés, et notamment grâce à nos avant-contrats, ce mouvement haussier, que vous voyez bien s'afficher, devrait se dessiner d'ici juillet 2025. Par rapport à avril, en 3 mois donc, les prix augmenteraient sensiblement de 3,2% pour les appartements. Cette évolution nouvelle, elle va se répercuter certainement sur les variations annuelles des prix qui redeviendraient positives avec une hausse de 3,3% pour les appartements. Le prix des appartements anciens Île-de-France devrait s'afficher à 6 320 € par mètre carré en juillet 2025. Si on compare à ce premier trimestre, rappelons-le, il s'affiche à 6 120 €. Cela va affecter évidemment la solvabilité des acquéreurs et peut-être à nouveau impacter le marché immobilier francilien, mais je ne veux pas être oiseau de mauvais augure. Qu'en est-il des maisons ? Vous voyez, le rebond des volumes des transactions concernant les maisons en Île-de-France se constate et des stagnations concernent les prix. Nous avons enregistré 8 000 transactions de maisons anciennes au premier trimestre 2025, une activité en forte hausse de 25% des transactions si l'on compare le premier trimestre 2024 au premier trimestre 2025. En revanche, si on se reporte à 2 ans antérieurs, on constate toujours une baisse de 8%. Néanmoins, c'est le plus fort rebond, mais pas en prix. La baisse des prix reste limitée, moins 1,1% en variation annuelle au premier trimestre 2025. Le prix des ventes de maisons anciennes en Île-de-France s'annonce à 327 800 € au premier trimestre 2025, soit une hausse de 0,5% sur 3 mois. Et dans le futur, qu'en sera-t-il ? Voyons les chiffres à juillet 2025, grâce à nos indicateurs avancés, autrement dit aux avant-contrats, et je me permets de le rappeler, qu'ils soient notariés, sous forme authentique ou sous seing privé, enregistrés en agence. Après un maintien des prix en ce premier trimestre 2025, que l'on retrouve sur tous les graphes, quel que soit le secteur de marché, les prix des maisons en Île-de-France devraient légèrement augmenter dans les prochains mois et à un rythme plus modéré que pour les appartements. Cette évolution de tendance, elle porterait les prix des maisons, comme vous le voyez sur le tableau de droite, à 336 500 €, soit une hausse de 1,9% en variation annuelle projetée à juillet 2025. Mais au premier trimestre 2025, ce prix était affiché à 327 800 €.
Si l'on voulait traiter du marché parisien, que pourrait-on en dire? Eh bien, c'est à peu près la même uniformisation et le même constat, que ce soit à Paris, en petite couronne, en grande couronne. On a donc des volumes de vente d'appartements à Paris qui sont en hausse sur un an et en baisse sur 2 ans. À Paris, après un volume de vente historiquement bas, qui a été constaté au cours de l'année 2024, le marché immobilier semble reprendre des couleurs, et c'est bien heureux, en ce début d'année. Les chiffres sont encourageants, puisque le volume des ventes a augmenté, comme vous pouvez le voir, de 25% en ce premier trimestre 25, par comparaison au premier trimestre 24, pour revenir à un volume de vente quasi identique à celui du premier trimestre 2023. L'année dernière, à la même époque, le prix mètre carré des appartements parisiens était globalement inférieur à 9 500 € le mètre carré. Il a peu évolué depuis, l'augmentation est de 0,4% en un an, pour s'établir à 9 530 € au premier trimestre 25. Pour mémoire, le prix au mètre carré des appartements parisiens, dans l'ancien évidemment, avait atteint son maximum au cours de l'automne 2020, avec un prix à 10 860 € le mètre carré, pour descendre au premier trimestre 2024 à 9 490 € le mètre carré, soit 12,6% de baisse en 3 ans. Parlons du mois de juillet. Qu'en est-il sur Paris Intramuros? Même constat. Une tendance haussière sur les prix devrait se dessiner dans les prochains mois. Paris pourrait atteindre les 9 750 € le mètre carré en juillet, soit une hausse de 2,7% en un an. Mais cela reste une projection réalisée à partir des promesses de vente signées de février à avril. Donc si on voulait être pessimiste, vous dire, est-ce qu'elles vont se concrétiser, ces promesses, en vente définitive? Les prix par quartier et par arrondissement. Sans aucune surprise, les arrondissements les plus chers restent les mêmes. Au premier trimestre 2025, 10 arrondissements affichent désormais des prix supérieurs à 9 000 € le mètre carré. Ceux situés au cœur de la capitale restent les plus chers, avec un prix mètre carré toujours supérieur à 11 000 €. Quand on parle des arrondissements centraux, vous aurez compris 6, 7, centre et 8e. Les arrondissements situés en périphérie de la capitale, excepté les 16e et 17e arrondissements, affichent des prix inférieurs à 9 000 € mètre carré, avec pour certains, le 15e, le 18e et le 19e, une tendance à la baisse, alors que les autres arrondissements stagnent sur un an. L'arrondissement le moins cher reste le 19e arrondissement de Paris, avec 7 530 € le mètre carré, tandis que le 6e arrondissement parisien reste le plus cher, affiché à 13 270 € le mètre carré. On pense à deux titres. Pourquoi cette faveur à ces arrondissements déjà chers? D'abord parce qu'on recherche en qualité d'acquéreur la possibilité de revendre rapidement, autrement dit le produit à zéro défaut, l'adresse constituant une qualité. Et deuxièmement, l'impact du marché, sur le marché immobilier parisien des étrangers, qui sont une part assez importante puisqu'on a frôle les 13%. Carte de variation des prix. Alors qu'en est-il? L'année dernière, à la même époque, on avait constaté que les plus importantes baisses de prix en un an s'observaient dans les arrondissements situés pour la plupart en périphérie de la capitale. Et cette année, c'est l'inverse. C'est le centre de Paris qui connaît la baisse la plus importante, quand bien même le prix au mètre carré reste élevé. S'agirait-il d'un réajustement? Constatons par exemple que le 7e arrondissement de Paris était dans ceux qui avaient constaté les plus fortes hausses. Et il est désormais en rose foncé sur la cartographie que vous voyez affichée à droite. Ce qui signifie que ce sont les arrondissements qui ont connu la baisse de prix la plus importante, mais ils partaient, encore une fois, de très haut. Les arrondissements qui ont continué de baisser se situent sur un axe nord-est, sud-ouest. De part et d'autre de cet axe, les prix stagnent ou ils repartent à la hausse. Après avoir traité du marché parisien, nous allons parler du marché Petite Couronne, marché immobilier du logement ancien en Petite Couronne. Les volumes de vente en Petite Couronne sur la période qui va du premier trimestre 24 au premier trimestre 25, eh bien de la même façon, sont en hausse. Alors s'agissant d'abord des appartements, l'activité a augmenté en Petite Couronne de 21% au premier trimestre 25 par comparaison au premier trimestre de l'année 2024. Alors que, regardez bien, elle avait chuté de 28% sur la même période, donc en comparaison 2023,
à 2025. Cette augmentation du nombre de ventes, elle est de 26% dans les Hauts-de-Seine, 13% en Seine-Saint-Denis, 20% dans le Val-de-Marne. Pourquoi 13% en Seine-Saint-Denis? L'explication qu'on pourrait donner, c'est que ce département, dans lequel la baisse de volume avait été le moins important de 2023 à 2024, de la même façon que certains arrondissements parisiens se réajustent, et de la même façon, la Seine-Saint-Denis se réajuste. Ne nous leurrons pas, car malgré l'augmentation du nombre des ventes, ces départements ont tout de même connu depuis 2023 une baisse d'activité importante. Moins 11% dans les Hauts-de-Seine, moins 14% en Seine-Saint-Denis, moins 17% pour le Val-de-Marne. Passons aux maisons, donc en petite couronne. Le marché de la maison connaît lui aussi une embellie, plus 21% de volume de transactions par rapport au premier trimestre 2024 en ce premier trimestre 2025. Cette hausse de l'activité est hétérogène, comme vous pouvez le constater. On affiche un plus 44% de transactions dans les Hauts-de-Seine, tandis qu'un plus 12% en Seine-Saint-Denis et plus 19% en Val-de-Marne. Attention, le marché maison petite couronne est quand même très très restreint. On a évidemment des volumes qui peuvent aller très très vite puisqu'il y a un volume assez circonscrit. Là encore, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Sur une période de 2 ans, l'activité a été réduite en petite couronne de 11%. Et à l'exception des Hauts-de-Seine qui ont vu leur nombre de ventes augmenter en 2 ans, plus de %, l'activité immobilière pour les maisons a chuté de 16% en Seine-Saint-Denis et 12% dans le Val-de-Marne. Traitons désormais des prix en petite couronne. S'agissant des appartements, d'une part, d'abord, les prix semblent se stabiliser, comme vous le voyez sur ce graphe, dans tous les départements de la petite couronne. Ils sont à peu près identiques à ceux qui ont été pratiqués au premier trimestre 2024 sur tout l'ensemble de la petite couronne. Là encore, les promesses de vente régularisées depuis le début de l'année 2025 laissent penser que les prix devraient augmenter de 4% d'avril à juillet 2025. La hausse des prix annuels reviendrait positive, plus 3,6% sur l'ensemble de la petite couronne. Les maisons. Même constat, peu plus mesuré. Contrairement aux appartements dont les prix se sont stabilisés au premier trimestre, les prix des maisons en petite couronne ont subi une baisse de 1,7% en un an. 1,1% dans les Hauts-de-Seine, 2,3% en Seine-Saint-Denis, 2% dans le Val-de-Marne. La projection des prix de vente réalisés à partir des promesses de vente qui ont été régularisées en ce début d'année tendrait à voir évoluer les prix à la hausse d'ici l'été. Sur ce premier constat, c'est-à-dire Paris, petite couronne, que peut-on en dire? Tout d'abord, en fin d'année dernière, on l'avait dit, l'activité était en berne et nous pensions avoir touché le fond en espérant que 2025 serait l'année de la reprise. Alors, on ne peut pas affirmer évidemment au jour d'aujourd'hui que ce regain d'activité qui s'est fait ressentir au premier trimestre 2025, dans toute l'Île-de-France d'ailleurs, est dû uniquement à une anticipation des ménages et donc, on l'a dit, à l'augmentation des droits de mutation à titre onéreux qui s'est appliquée au 1er avril dans bon nombre de départements franciliens. N'empêche que l'effet portillon est là. Une hirondelle ne fait pas le printemps et il est encore trop tôt pour le vérifier. Et si les prix remontent alors que les droits de mutation à titre onéreux augmentent eux aussi, si les taux d'emprunt restent ceux pratiqués actuellement, qui sont, redisons-le, très raisonnables, quoi qu'on en dise, l'accès à la propriété va donc demeurer compliqué. L'attitude des banques qui refuseraient de financer des biens classés F ou G, alors même que les biens ne sont pas destinés à la location, ne va pas dans l'effet reprise escompté. Pour l'instant, la baisse du prix pratiquée depuis plus de 2 ans n'a réussi à compenser ni l'augmentation des taux d'intérêt de crédit, ni l'augmentation du coût des matériaux lorsque les travaux s'avèrent nécessaires, et notamment dans les logements énergivores. Les investisseurs ne sont pas encore de retour, en tout cas pas les investisseurs particuliers qui voudraient s'enclencher sur un marché locatif. Les marchands de biens ont disparu de certaines de nos études et les programmes de construction dans le neuf sont au point mort. Pour investir, il faut un contexte, redisons-le,
économiques et politiques y incitent encore à la prudence au jour d'aujourd'hui, et seul l'avenir pourra nous confirmer que ces hausses de volume, donc des prix, risquent ou pas de confirmer ou infirmer cette tendance haussière et qui ne soit pas due uniquement à un effet saisonnier. Que peut-on dire de la grande couronne? Alors là, les volumes sont bien constatés à la hausse. En grande couronne, les tendances sont les mêmes et on a bien un renversement de la spirale descendante. À nouveau, c'est encourageant, mais il faut rester prudent car nous sommes sur le fil du rasoir, comme aurait dit mon voisin, vu le contexte général qui reste très compliqué. Il ne faut pas grand-chose pour contrarier, pour stopper net la dynamique qui est en cours, et évidemment qu'on ne veut pas que cette dynamique soit impactée. En termes de volume de vente, que peut-on dire d'abord pour les appartements anciens en grande couronne? Les ventes ont augmenté de 12% en un an, avec de fortes variations selon les départements. Vous le voyez sur les colonnes de gauche. La Seine-et-Marne progresse de 24% et distance très largement les 3 autres départements. L'Essonne, qui progresse de 13%, les Yvelines, qui progressent de 9%, et le Val d'Oise, qui progresse de 3%. Tout le monde n'est donc pas à la même enseigne et cette embellie est un peu hétérogène suivant les départements constatés, ce qui peut paraître étonnant. Et il est difficile pour nous de donner une explication très cartésienne parce qu'il ressort également du ressenti des notaires du Grand Paris que ça peut être variable d'un département à l'autre. Si l'on compare le premier trimestre 2024 à celui enregistré aujourd'hui, les chiffres restent encore bien en dessous, puisque pour l'ensemble des départements, nous sommes à moins 20%, avec même un moins 28% dans le Val d'Oise. Pour les maisons, le marché redémarre partout. La progression générale est de 26% sur un an pour approcher les niveaux de 2023, où on était en baisse de 8%. Le Val d'Oise reste encore une fois un peu en retrait, mais la progression est tout de même de 14% en un an à comparer avec les départements voisins, 31% pour le 77, 29% pour l'Essonne et 26% pour le 78. Qu'en est-il en matière de prix de vente en grande couronne? Pour les appartements, on peut réellement parler de stabilisation autour de 0% et tous les départements, comme vous pouvez le constater, se tiennent. Les écarts de prix entre les différents départements restent importants avec les Yvelines, qui sont le département le plus cher et qui caracole en tête avec un prix mètre carré de 4 020 € le mètre carré. Et la Seine-et-Marne, département le moins cher, où s'affiche un 2 780 € le mètre carré au premier trimestre. Ça pourrait donc être une explication de l'augmentation des volumes de vente. Par contre, si l'on analyse les chiffres provenant des avant-contrats, on voit qu'il se passe quelque chose puisqu'une hausse annuelle de 4,5% est attendue d'ici fin juillet, avec même une progression de 6,5% pour la Seine-et-Marne. Peut-être que certains Parisiens sur un marché de report et donc investissent dans la grande couronne pour utiliser ce marché moins cher. Est-ce une poussée des prix passagère ou une tendance durable? Alors évidemment, c'est lié à l'augmentation des volumes, ça on ne va pas se leurrer, mais cela risque encore une fois de compliquer les choses parce que ça ne va pas améliorer la solvabilité des acheteurs, on l'a dit, conditionné à 2 titres, taux d'intérêt et prix. La situation reste donc fragile et en bon notaire que nous sommes, nous restons prudents dans nos diagnostics. Pour les maisons, qu'en est-il en grande couronne? Là encore, nous observons une stabilisation des prix entre moins 0,5%, moins 1%. Les courbes parlent d'elles-mêmes et tous les départements sont à l'unisson en grande couronne. Si l'on analyse les chiffres tirés des avant-contrats, donc des promesses de vente, on note une légère augmentation des prix dans les prochains mois, mais on est loin de la poussée constatée au niveau des appartements. Autrement dit, la plus grosse poussée en volume, maison grande couronne, la plus faible poussée en prix, la maison en grande couronne. Ce sont les Yvelines qui devraient connaître l'augmentation des prix les plus marqués avec un 2,4% de hausse sur un an, alors qu'en 3 mois, la Seine-et-Marne progresserait le plus avec 3,4%. On voit que les prix ont reculé ces derniers temps, mais que la correction est loin d'avoir effacé
les augmentations qui ont perduré, d'où la question. On dit toujours que les taux d'intérêt sont trop élevés, certes, mais la réponse n'est-elle pas plutôt dans le prix qui est affiché et donc un vendeur qui doit se résoudre à s'adapter. Le neuf, quelques mots rapides, c'est un secteur qui est sinistré. On ne voit pas de programme, pas de champignons sortir de ces terrains et quasiment pas de terrain à bâtir vendu. Ce n'est pas demain que malheureusement la crise du logement va être réglée puisque le secteur du neuf permet évidemment d'encourager l'investissement locatif. Sur la grande couronne, que peut-on en dire? À peu près le même constat que pour la petite couronne et Paris. On parlera d'un optimisme mesuré, encore une fois, avec des réserves, eu égard à un contexte général très incertain, une politique peu favorable pour l'immobilier, ce qui évidemment ne facilite pas grand-chose, et notre plus grande crainte, la hausse des taux d'intérêt. Quelques mots sur deux focus qu'on a souhaité traiter. Alors celui qui vous intéresse certainement le plus et qui devient récurrent trimestre après trimestre, la solvabilité des acquéreurs que vous voyez s'afficher. Et sans grande surprise, ça s'améliore, mais ça s'améliore comparativement à 2023. Évidemment, si on reprend les chiffres de 2022, ça l'est moins. Donc, sans surprise, la poussée des volumes de vente en ce premier trimestre 2025 tient bien entendu à l'amélioration des conditions d'accès au crédit et au niveau des taux d'intérêt, qui sont plus attractifs qu'il y a un an. Rappelons qu'en 2024, en mars 24, le taux d'intérêt s'affichait à 3,60. En mars 25, il est à 3,03%. Donc c'est une baisse de taux qui, malheureusement, risque de se ralentir puisqu'il est envisagé, certainement, eu égard au contexte économique et surtout international, à peut-être revoir ces taux d'intérêt à la baisse. Associé à des prix en stagnation, ça donne quoi? Ça donne au premier trimestre, on est en recul de 8% à 14% sur les marchés par rapport à leur point haut. Donc l'amélioration du pouvoir d'achat est là, elle constitue un premier effet positif qui va dynamiser l'activité, c'en est certain. Donc après une phase de durcissement, on a pu constater, nous les notaires, que les dossiers de crédit étaient instruits, que les contrariétés, notamment les contraintes de garantie, et nous parlons de garantie hypothécaire, étaient un peu plus allégées, que la baisse des taux d'intérêt était pratiquée, voire même des taux d'intérêt encore plus favorables en faveur du primo-accédant afin d'améliorer ou en tout cas de réduire la consommation énergétique et donc d'améliorer les notes des mal notés, disons-le ainsi. La mensualité, qui avait atteint un pic à l'été 2023, devrait reculer de 7,4% pour les appartements et de 9,6% pour les maisons en juillet 2025. Ça permettrait évidemment de regagner de la surface perdue depuis janvier 22. Regardez, 8,6 mètres carrés en plus pour les maisons, 4,3 mètres carrés en plus pour les appartements, si l'on compare juillet 2025, évidemment, à l'été 2023. On doit reconnaître une facilitation des ouvertures de dossiers de crédit. Le banquier instruit les dossiers, le banquier accorde des crédits relais, le banquier aide également à une instruction plus facile. En revanche, un apport conséquent est toujours là. Les prêts à 100% n'existent plus, nous ne les voyons plus passer. Et évidemment, plus l'apport est important, moins le primo-accédant est présent. Ce qui veut dire que malheureusement, la chaîne de propriété a du mal à s'amorcer, puisque c'est un secondo-accédant qu'on constatera. Alors comment fait-on quand on est primo-accédant? C'est de l'aide familiale qui va permettre de passer le gap pour permettre cet apport conséquent auprès de la banque. On n'a pas suffisamment de baisse de prix pour constater une amélioration sensible de la solvabilité de cet acquéreur. Et c'est donc ce manque de baisse de prix qui sanctionne ces acquéreurs et surtout le primo-accédant, donc une relance du marché. Les hausses attendues des prix des logements, vous me voyez venir, d'ici juillet, pourraient donc induire de nouvelles tensions sur la solvabilité de cet acquéreur et peut-être un petit ralentissement du marché. C'est d'autant plus vrai que la baisse progressive et régulière des taux de crédit à l'habitat attendu en 2025 semble beaucoup moins assurée. Malgré la persistance de facteurs positifs, l'inflation a bien été maîtrisée et la politique monétaire est évidemment accommodante. Que peut-on dire des logements énergivores? Nous sommes partis d'un constat, suite à un petit tour de table entre confrères, en se disant qu'on voyait tout de même des logements vendus notés F ou G, donc énergivores,
mais comme on l'a dit, un peu en contradiction avec le fait que ces logements énergivores, qui étaient normalement plutôt des petites surfaces, étaient dédiés à l'investissement locatif. Ce qu'on a pu ressentir, en tout cas ce qu'on a pu traduire, c'est qu'on avait le sentiment que ces logements énergivores étaient plus dédiés à des primo-accédants. Pourquoi primo-accédants ? Parce qu'avec une facilité de crédit, on l'a dit, sur des travaux d'amélioration énergétique qui seraient consentis par les banques, et puis peut-être une facilité à négocier davantage le prix de vente face à un vendeur plus que contraint par ce DPE mal noté qui attendait des améliorations, notamment des annonces politiques sur une prorogation de délai des échéances locatives, mais qui ne les a pas vus arriver, voire même qui ont été confirmés, de sorte qu'une fois l'attentisme passé et la taxe sur les logements vacants acquittée, ce vendeur se résout à vendre et vend avec une négociation de prix qui peut être sensible. Nous sommes permis de mentionner des chiffres depuis 2014, mais vous verrez surtout une progression de ces chiffres ou une inversion de ces tendances en 2022. Pourquoi 2022 ? Eh bien, c'est l'année de la première mise en application sévère des diverses mesures, à commencer par l'interdiction de louer. D'abord, l'interdiction de réviser un loyer en août 2022, et ensuite l'interdiction de louer les logements notés G dès janvier 2023. Que nous disent ces chiffres ? Alors, si on prend la lettre D, on constate qu'en 2014, les logements notés D représentaient une part prépondérante des ventes, 37,9% pour les appartements, 34,7% pour les maisons. Le vent en poupe donc. Et en 10 ans, que se passe-t-il ? Eh bien, les appartements notés D ont perdu 5,4% du marché immobilier et les maisons 3,1% de marché. On aurait tendance à se dire que si la note D a moins de faveur, elle profite à qui ? Eh bien, la note G. Concernant les appartements anciens notés G, s'ils représentent 5% des ventes en 2014, en 10 ans, ils ont presque progressé du double. 9% des transactions sont constatées en logements notés G. Idem pour les maisons. 5,9% notés G en 2014, 11,4% en 2024. On a l'impression quand même que ce constat reflète ce que notre ressenti, c'est-à-dire que des logements énergivores non louables sont vendus et progressent dans le volume de transactions. Ce sont plutôt des petites surfaces. Il nous semblerait que ce soit d'abord des primo-accédants qui négocient davantage avec une aide financière et notamment un prêt à louer en faveur de ces améliorations énergétiques. Si l'on devait conclure sur ce premier trimestre 2025, que peut-on dire ? Alors d'abord, on va répondre à la question introductive qui était est-ce que cette embellie est là et est-ce qu'on voit l'horizon s'éclaircir ? Là, je pense que vous êtes convaincus. On peut affirmer que ce premier trimestre a été témoin d'une éclaircie qui a été très attendue par nous tous. À quoi est-elle due, cette amélioration et cette éclaircie ? À 3 points essentiels, nous semble-t-il. D'abord, l'augmentation des droits de mutation a forcément dû jouer un rôle accélérateur sur les volumes de vente en ce premier trimestre. Au premier trimestre 25, je le redis, 5 départements franciliens sur 8 ont appliqué l'augmentation de la taxe départementale. Les acquéreurs ont juste anticipé leur achat pour éviter d'avoir des droits à 5% sur une taxe départementale, donc une augmentation de 0,5 points, alors qu'elle était de 4,5%. Deuxième effet, deuxième facteur, l'évolution favorable est due au témoignage d'une envie renouvelée de devenir propriétaire, d'investir dans la pierre refuge. Bref, tous ces signaux favorables ont été communiqués non seulement aux notaires lors des transactions, mais on l'a dit à d'autres témoins que sont les agences immobilières notamment. Et puis, le nerf de la guerre, la baisse des taux de crédit à l'habitat et des prix qui se sont réajustés ont aussi permis de redonner la solvabilité aux ménages en leur offrant la possibilité d'acquérir et donc de nouvelles perspectives. Alors, tous ces éléments ont évidemment contribué à cette éclaircie dans le paysage du marché immobilier et c'est très heureux. Quitte à être désagréable, on reste prudent et malheureusement, on risque d'apporter quelques réponses à ces 3 facteurs positifs. Le premier, c'était l'indicateur des droits de mutation à titre onéreux en hausse avec un petit effet portillon.
Eh bien, une fois l'effet portillon passé, tout pense à faire que la balance risque de se réajuster, elle aussi, au niveau des volumes de transactions. Ce qui veut dire qu'au mois d'avril, on pourrait constater peut-être une petite baisse de volume de transactions, ou une grosse baisse, je n'en sais rien, suspense jusqu'à la prochaine conférence de presse, mais en tout cas, peut-être qu'au mois d'avril, nos présomptions seront acquises, c'est-à-dire que cet effet portillon, cette accélération des volumes de transactions va avoir un effet inverse sur le mois d'avril. Deuxièmement, l'esprit. L'esprit, la volonté d'acquérir, le choix de la pierre refuge, elle est certes assurée, elle est certes possible dès lors qu'on a une stabilité politique et économique. Si on va de réforme en réforme, notamment fiscale, et qu'on annonce des effets en cours d'année, évidemment que ça prône l'instabilité, l'insécurité, et l'acquéreur potentiel d'un investissement locatif n'ira peut-être pas. Enfin, les taux d'intérêt, ce qui mesure la solvabilité de nos acquéreurs potentiels. S'il y a ne serait-ce qu'une légère hausse des taux d'intérêt de crédit, eh bien, ça risque de redoubler le sentiment d'insécurité de ces acquéreurs et évidemment la difficulté à accéder à la propriété. On remarque, on constate que effet frustration, effet portillon, qu'importe. Le francilien est attaché à la pierre, il a envie d'acheter, il s'est réfréné et pas le choix ces dernières années, la crise était là bien ancrée, on l'a dit, comparativement à des volumes constatés 2 ans auparavant, évidemment nous sommes en baisse, mais on a le sentiment que cet acquéreur il est là, qu'il a envie d'acheter, qu'il a fait face à un attentisme qui a été certainement dû à la crainte du lendemain, on en a expliqué les raisons, la reprise semble s'assumer. La reprise pourrait être assurée, encore une fois, dans un marché stable, politiquement, économiquement, fiscalement, et puis surtout, avec une hausse des taux d'intérêt qui soit le plus négligeable possible. Je vous remercie de votre attention, et puis je laisse place aux questions, si vous en avez. J'ai oublié de vous dire que le prochain rendez-vous de notre conférence de presse pour le notariat et donc pour le Club de l'IMO aura lieu le 9 septembre prochain. Et donc, on verra si nos présomptions du mois d'avril sont exactes ou pas. Merci encore.